Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de l'émission Super Friends, qui est le format qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la culture bande dessinée par leur travail. Et vous le savez très bien, dans cette émission, on aime ouvrir nos portes éditoriales pour aller s'intéresser à autre chose que la bande dessinée américaine sensu stricto. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Zep avec nous pour la sortie de sa nouvelle bande dessinée qui s'appelle Ce que nous sommes et qui est parue aux éditions Rue de Sèvres et qui va nous parler en gros de nouvelles technologies, de neurosciences, surtout un petit peu effectivement qu'est-ce que nous sommes par rapport à ce que notre cerveau dit de nous. C'est vraiment un immense plaisir de t'avoir avec nous, Zep. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. Et comme c'est la première fois que tu viens dans le podcast, on va pas non plus te faire l'affront de te présenter, mais en deux lignes, comment est-ce que tu résumerais ta carrière qui est quand même qui a une bonne trentaine d'années maintenant? Eh ben, je suis plus un jeune auteur, effectivement, comme tu le rappelles. J'ai commencé à être publié à la fin des années 80. Moi, je suis un auteur qui vient de Suisse. Donc chez des éditeurs suisses, et mon premier album chez un éditeur français, c'est en 1993, Titeuf. Donc voilà, je suis l'auteur de la série Titeuf, d'après de pas mal d'albums, plutôt dans une veine humoristique. Et puis depuis 10 ans, je développe une série chez Rue de Sèvres avec des thématiques un peu plus, peut-être un peu plus adultes, qui sont pas sous l'angle de la comédie. Avec des thèmes assez différents. Il y a eu, moi, je suis toujours intéressé de parler de l'humain, donc de faire des choses assez intimes, mais parfois une histoire intime devient plus large, ce qui était le cas avec The End, qui était une histoire autour de la forêt, qui était un récit aussi de fin du monde. Et puis là, avec Ce que nous sommes, c'est aussi une histoire autour de l'humain, de qu'est-ce que c'est d'être humain, mais autour de la nouvelle technologie et du cerveau numérique. C'est ça, parce que j'ai envie de dire qu'on peut un petit peu identifier trois formes de Zep, si on grossit le trait. Donc le Zep, donc le papa de Titeuf, ce Zep aussi sur les côtés plus fan de rock, qui parle de relations amoureuses, enfin voilà, mais toujours avec cette approche humoristique. Et puis, comme tu le dis, depuis 10 ans, il y a ce Zep plus sérieux, on va dire, et qui est à la fois sérieux dans les thématiques de ces bandes dessinées, mais aussi par un trait, une approche plus réaliste en fait du dessin. Comment tu expliques l'arrivée de ce troisième Zep? C'est peut-être une forme de maturité qui m'a pris sur le tard. En fait, depuis toujours, moi j'adore dessiner. Je suis un dessinateur assez compulsif, donc je dessine à la fois. J'ai développé ce dessin humoristique qui est mon dessin premier, mais j'ai toujours beaucoup dessiné d'observation. Donc fait des dessins plus réalistes où j'ai dessiné des gens, beaucoup d'arbres effectivement, des décors. Enfin, je dessine quand je suis en voyage, les lieux où je vais. Et puis, je note dans mes carnets aussi pas mal de scénarios, d'histoires, de morceaux de dialogue, de choses un peu plus sérieuses, plus mélancoliques parfois. Et pendant très longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Je pensais pas le publier parce que, voilà, peut-être aussi un peu bêtement, je me disais, j'ai la chance d'avoir une reconnaissance sur mon travail humoristique. Je vais pas aller empiéter dans sur un autre terrain, sur un terrain qui est a priori pas le mien. Et puis, en fait, ça s'est passé de manière assez simple, c'est que un jour, un festival m'a demandé d'exposer mes carnets de voyage. Je les ai exposés. Il y avait un éditeur de Gallimard qui était là, qui m'a proposé de les publier. Et c'est sorti sous le titre de Carnet intime. Donc c'était une sélection de carnets, donc de dessins d'observation, avec des petites notes, des choses un peu plus mélancoliques, plus sensibles, ou plus peut-être plus contemplatives. Et beaucoup de gens m'ont répondu que ce livre les avait touchés, qu'ils aimaient cette partie-là de mon dessin et de mon écriture, et parfois même qu'ils aimaient pas tellement l'autre, mais que celle-ci les touchait plus. Et je me suis dit, au fond, cette part, elle a aussi peut-être le droit d'exister, et elle va plaire à des gens. Donc, j'ai fait ce premier album qui s'appelait Une histoire d'homme il y a bientôt 10 ans maintenant. Et puis,
Et pour moi, c'est vraiment un bonheur de développer ça aussi, cette forme de livre, cette forme d'histoire. C'est aussi une gymnastique pour la main. Quand on fait de la bande dessinée, on dessine des milliers de petits dessins comme ça, et tout à coup d'avoir un autre dessin, une autre gestuelle, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça permet de varier les plaisirs un peu alors. Pardon? Te permet de varier les plaisirs. Ouais, de varier les plaisirs, et puis c'est presque parce qu'il y a une forme de gymnastique dans le dessin. Et c'est tout à coup on a une autre gestuelle et ça fait du bien, quoi, hein, de passer l'un à l'autre. Et quand j'ai dessiné Ce que nous sommes, pendant que je faisais Ce que nous sommes, je faisais aussi un album de Titeuf, et je passais un jour, je faisais Titeuf, un jour je faisais Ce que nous sommes. Et j'adore ça en fait. J'adore parce que c'est aussi une manière de pas s'ennuyer, de passer ouais, de varier les plaisirs du dessin. C'est vraiment un métier de plaisir. Je pense c'est important qu'on s'amuse nous-mêmes. Surtout après plus de 30 ans ouais, dans le métier. Parce que ça peut être un truc aussi, on s'ennuie, hein, la bande dessinée, il y a un aspect répétitif et si on s'ennuie, je pense qu'il n'y a pas de miracle, on va ennuyer aussi nos lecteurs. Donc on a un espèce de devoir de continuer à s'amuser. D'accord. T'as quand même été publié chez plein d'éditeurs différents, soit Delcourt, Glénat, Gallimard. Pourquoi Rudsev, le choix de Rudsev? Est-ce que tu peux, juste en remontant un petit peu 10 ans auparavant, qu'est-ce qui t'a motivé à Alors il y a aller 10 faire ans, ça? Rudsev n'existait pas en fait. C'était la maison aura 10 ans en 2013, je crois. Donc donc c'était pour l'ouverture. En 2002. J'avais ce projet d'une histoire d'homme et je l'avais proposé à l'éditeur de Rudsev qui à l'époque était chez Casterman, que je connaissais parce qu'il a aussi été chez beaucoup d'éditeurs, et on devait le faire ensemble. Et à ce moment-là, il a monté cette maison d'édition. Il m'a proposé d'être le premier album de sa maison, ce qui m'inquiétait un peu parce que c'est toujours agréable de rejoindre une écurie. Et puis, je me suis dit, bon, moi, j'avais envie de le faire avec lui. J'avais envie de le faire avec Nadia, qui est l'éditrice de Rue de Sèvres, qui était une ancienne éditrice de Casterman. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait là-bas. Donc, j'avais très envie de travailler avec elle. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis très content parce que c'est vrai que c'est un métier solitaire et l'éditeur, la personne avec qui on travaille, on en a besoin. C'est vraiment un travail de ping-pong pour moi. Et pour certains livres, ben c'est certains éditeurs. Pour d'autres, et voilà. Et pour cette collection, j'aime beaucoup travailler ici. Ouais. D'accord. Et justement, c'est parce que tu as une relation où tu demandes à ton éditrice de valider un peu ce que tu fais. C'est quel genre d'échange? Parce qu'on peut s'imaginer aussi que, avec la stature que tu as dans le milieu-là, en fait, ton éditeur est juste là pour veiller à ce que le projet aille de A à Z, mais sans forcément apporter quelque chose au moment de la conception. En fait, moi, je suis beaucoup dans je fonctionne sur le doute. C'est-à-dire que je vais avoir une idée, et pour me dire que mon idée est bonne, je vais faire une autre version. Et une autre version, et une autre version, et une autre version. Peut-être pour revenir à la première, mais par exemple, là, sur Ce que nous sommes, il y a 11 versions du storyboard, 11 versions complètes du storyboard. Et j'ai dessiné la 11e après. Donc, j'ai besoin de faire ça. Pour moi, c'est ma manière d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face qui relit, qui me dit, ça j'aime, ça je comprends pas, pourquoi pas faire ça. Enfin, il y a vraiment un travail d'échange. Mais c'est ma manière de travailler. Et en fait, on se rend compte que quand on collabore avec d'autres gens, parce que tout à coup, on va travailler avec un autre éditeur et lui, il va pas faire ce travail-là parce qu'il va adorer la première version. Pour moi, ça, c'est assez déstabilisant, en fait, parce que je suis un peu perdu si on me dit ça. Ou dans des collaborations avec d'autres auteurs, je me rends compte qu'on a tous notre manière de faire. Et c'est là où je me suis aperçu que pour moi, cette notion du doute sur un récit, elle est essentielle pour être sûr que j'ai réussi le livre que je voulais faire. En fait, voilà, pour moi, elle est là. Il faut réussir un livre. Et quand on me dit, vous avez vachement réussi votre carrière, vous avez vendu beaucoup de livres, c'est pas ça réussir. Pour moi, réussir un livre, c'est réussir le livre dont on avait une vision à peu près floue dans sa tête, mais on voyait un peu où on voulait aller et on allait là où on devait aller. Après, le succès, c'est une autre histoire. Ça ne nous appartient pas. Si ça nous tombe dessus, c'est juste génial. Mais il faut juste être reconnaissant. La chose dont on peut être fier, c'est la réussite du livre. D'accord. Et ces 10 versions précédentes de Ce que nous sommes, c'est en fonction de quoi qu'elles changeaient? Alors, c'est toi-même qui réfléchissais, t'en parlais à d'autres personnes qui t'aiguillaient pour aller dans d'autres directions? Oui, et puis plus ça avance, plus je suis perdu, en fait. Parce que quand il y a eu 2 versions, ça va. Quand il y en a 11, ça devient plus compliqué parce que tout à coup, on doute, on dit au fond, la 11e, est-ce que la 2e, elle n'était pas mieux? Ou alors, est-ce que, voilà. Alors, des fois, c'est pas tout est pas entièrement redessiné. Je redessine pas 90 pages chaque fois. Il y a des fois des morceaux qui sont repris, qui sont collés.
Mais il y a à chaque fois des choses inédites, une autre fin, un autre début, un autre dénouement, un autre personnage. Et là, l'éditeur, enfin mon éditrice, elle joue vraiment le rôle d'éclairage là-dessus. Elle va dire là, non, pas là, reviens là. Donc c'est aussi un jeu qu'on fait à deux, c'est une espèce de valse, quoi. Et on a besoin que l'autre soit présent, passer des moments à la fois d'euphorie et d'angoisse. Des moments de je suis sûr que j'ai trouvé. Et on confie à l'autre. Et on voit qu'il n'a pas du tout cette impression-là. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc pour moi, j'adore toute cette phase de storyboard, d'écriture, de dessin, où on tourne autour du livre. En fait, on est en train de tourner autour jusqu'à ce qu'on arrive à l'attraper. Et une fois qu'on l'a, entre guillemets, il n'y a plus qu'à le dessiner. Et après, c'est assez facile parce qu'on est sur un terrain, pour moi, qui est beaucoup plus maîtrisé. Une fois que mon storyboard est terminé, je sais que ça va rouler, que chaque jour je vais dessiner une page et que tout ira bien. Ouais, qu'après ça devient plus mécanique alors. Ouais, c'est pas que mécanique parce qu'il y a un aspect aussi créatif où on se surprend avec le dessin, mais disons que je suis sur un terrain que je maîtrise mieux. Tandis que l'écriture, je peux pas dire, j'ai jamais l'impression d'être dans la maîtrise. Ce qui m'intéresse même d'ailleurs, c'est de pas être dans la maîtrise, c'est d'être aussi surpris par le récit qui vient. Mais c'est-à-dire quand même que dans ton processus de création, tu attends d'avoir fini absolument tout ton storyboard pour vraiment te mettre à dessiner. Ouais. Tu fais jamais quelque chose au jour le jour en te laissant un peu porter parfois vers où l'histoire pourrait se aller. Pas sur ces récits. Si sur Titeuf, oui, parce que c'est du gag, donc je peux avoir une page de fait et je la dessine et après j'en écris d'autres. Mais sur Titeuf aussi, par exemple, sur un album de 46 planches, je vais peut-être faire 100 ou 120 storyboards pour en choisir un tiers, un gros tiers. Donc, je suis aussi sur ce fonctionnement-là. Et c'est ce qui fait que quand le livre sort, je suis sûr que c'est celui que je voulais. Sinon, je serais malheureux comme une pierre. Et quand on n'est pas sûr d'avoir réussi son livre, même s'il a du succès, on n'est pas bien, en fait. Enfin, moi, je ne serais pas bien. Je sais que j'ai besoin que, voilà, à partir du moment où le livre, il sort de chez moi et il va à l'imprimerie, je suis sûr que c'est celui que je devais faire. Après, les gens l'aimeront pas, ça m'appartient plus. Le livre, il va faire sa vie, mais je suis serein. Je suis pas du tout angoissé quand un livre sort. Je suis excité, je me réjouis de savoir ce que les gens vont en penser, mais je peux plus rien faire. Donc, parce que tu sais quand même qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont le lire, que ton travail va forcément être analysé, scruté, critiqué par et ça, c'est quelque chose auquel tu prêtes attention quand même? Ouais, bien sûr, ouais. Je suis très curieux de ça, mais quoi qu'il se passe, ça va pas changer l'idée que j'ai du livre. C'est le livre que je voulais faire. Après, les gens peuvent l'aimer ou ne pas l'aimer. Pour moi, on est en démocratie. Si quelqu'un me dit qu'il l'a détesté, qu'il m'explique pourquoi, ça m'intéresse pour la suite de ma carrière, mais je vais pas le refaire. Donc, c'est comme ça. Effectivement. Est-ce que tu peux un peu nous développer un peu l'idée première de ce que nous sommes, de ce que j'ai vu dans un dossier de presse? C'est en fait parce que tu avais lu un article en fait sur le cerveau. Oui, alors ça a démarré avec une brève sur un projet qui s'appelle le Human Brain Project, qui est la modélisation d'un cerveau humain sous forme numérique. Donc c'est un grand projet scientifique avec beaucoup de scientifiques, un budget énorme de recherche qui travaillent dessus depuis des années, encore pour quelques années, qui doivent modéliser un cerveau humain, numériser un cerveau humain. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de numériser un cerveau humain? Ça me semblait... parce qu'évidemment, moi, j'ai une image un peu plus romantique du cerveau. Je me dis, mais il y a l'inconscient, il y a des espaces qui sont complètement inexplorés. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, comment on peut les réduire à des lignes de code? Et donc, je suis allé chercher des informations là-dessus. J'en ai pas trouvé tant que ça. Ou alors des choses très compliquées auxquelles je comprenais rien. Et puis, en cherchant, j'ai trouvé, j'ai entendu des conférences du professeur Magistretti, qui est un grand neuroscientifique, qui a l'avantage pour moi de parler une langue que je comprends. Qu'il arrive c'est un bon vulgarisateur aussi. Très bon vulgarisateur. Et puis il a une approche presque poétique parfois de la chose. Et donc, j'ai écouté beaucoup de choses qu'il avait faites. Puis au final, je suis allé le rencontrer avec mon scénario. J'ai dit, je suis en train d'écrire une bande dessinée sur le cerveau numérique. Est-ce que je peux vous la faire lire? Est-ce qu'on peut échanger? Et c'était passionnant parce que,
Et j'aime cet échange. Je l'avais déjà fait pour The End avec le professeur Francis Salé, et j'avais trouvé que c'était absolument génial comme de pouvoir confronter son scénario de fiction à un scientifique qui lui peut avoir aussi une approche complètement fictionnelle, mais il peut pas tellement la publier parce que il est tenu quand même à relater des faits et à être un peu à être crédible sur ce qu'il raconte. Il peut pas commencer à partir comme ça dans une histoire. Tiens, si jamais il va se passer comme ça. Donc souvent l'échange est intéressant parce que les scientifiques aiment bien aussi que des auteurs de fiction s'emparent des sujets de la science, parce que c'est aussi une manière d'amener la science à un public qui n'est pas spécialiste et qui souvent sait pas trop comment entrer en résonance avec ça. Moi, j'ai compris, si je puis dire, mais enfin, en tout cas, je me suis intéressé à la science par la science-fiction. C'est la science-fiction qui m'a permis d'entrer vers la science, parce que pour moi, c'était un domaine qui était inaccessible. Et tout à coup, le fait qu'on raconte des histoires autour des thématiques scientifiques, ça me touche. Et voilà, donc c'est ce que j'ai envie de faire en tant qu'auteur de fiction. Donc j'ai pas la prétention d'expliquer ce qui est numériser un cerveau, parce que déjà il faudrait que je le comprenne moi-même, et je pense que c'est très compliqué. Mais ça m'intéresse plutôt de dire, voilà, si le jour où on arrive à numériser un cerveau, qu'est-ce qu'on a comme scénario possible? Ça, c'est un scénario possible. Donc je vais sur cette piste. Et une des premières choses qui m'a surpris dans la discussion avec le professeur Magistretti, c'est qu'au fond, pour lui, on est très proche d'arriver à faire ça. On va y arriver en 2024, 2025. On va avoir un modèle de cerveau numérique. On va pouvoir explorer toutes les réactions, le rêve, les images, les sensations. On va pouvoir observer de la manière dont ça se passe. Mais par contre, le principal écueil, si on voulait avoir chacun un cerveau numérique, c'est l'énergie. C'est qu'on n'a pas l'énergie pour faire fonctionner ça. Nous, notre cerveau, il fonctionne avec l'énergie de notre corps, qui est très faible en fait, mais qui fait fonctionner notre cerveau. Mais pour faire fonctionner ce cerveau numérique, il faut l'énergie d'une ville. Donc, imaginez qu'un jour, on ait tous un cerveau numérique assistant, c'est assez improbable. Par contre, imaginez, comme dans mon récit, qu'on ait une partie de la population privilégiée qui ait accès à ça, à cette technologie, mais qui, pour se faire, accapare toute l'énergie, toute l'électricité de la planète, et que le reste des gens vivent dans des conditions un peu plus précaires. C'est un scénario possible. Voilà, je pense qu'on est capable de ce genre de choses. Mais justement, ce genre d'idée, puisque en fait, pour comprendre pourquoi en fait la modélisation d'un cerveau nécessite tant d'énergie, c'est qu'il faut avoir en tête que un cerveau, c'est des milliards de connexions de signaux. En fait, c'est des milliers justement de signaux électriques qui sont envoyés en permanence pour activer les différentes zones. Mais ça, justement, c'est quelque chose alors qui t'est venu après avoir eu ta discussion avec le professeur, ou que tu avais déjà un peu en tête avant? En fait, moi, ce qui m'a intéressé de manière assez basique, c'est de me dire, si on a un cerveau numérique qui est connecté à notre cerveau, on a un deuxième cerveau, mais ce cerveau, au lieu de faire l'apprentissage des choses, il peut les télécharger, puisqu'il c'est un ordinateur. Donc on pourrait avoir une somme de connaissances, une somme de sensations qui sont accessibles sans avoir besoin de les apprendre. Et donc, on pourrait à la fois vivre dans une société, dans un divertissement absolu, ce qu'on fait un peu poussivement aujourd'hui avec un casque VR où on s'immerge dans des sensations virtuelles. Mais là, on pourrait les vivre complètement puisque le cerveau les dicterait. Donc, on se sentirait aussi le goût, la chaleur, les sensations, la douleur, toutes ces choses-là pilotées par un ordinateur en fait qui nous l'imposerait. Et puis, on pourrait parler toutes les langues du monde. Enfin, il suffirait de les télécharger. Télécharger une langue, c'est quelques secondes sur un ordinateur. Donc, si on l'a tout à coup, c'est génial. Toute la culture, toute l'histoire, on s'orienterait sans problème. Enfin, on connaîtrait tous les goûts. On aurait une espèce d'omniscience d'où on est l'humain aujourd'hui. Donc ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire d'une société qui a ça, mais qui a ça évidemment réservé à une petite partie de la population. Et cette partie accapare toute
de l'énergie pour ce projet. Donc le reste des gens, on les appelle les gens de la forêt, ils vivent en dehors et ils doivent se débrouiller avec des gestes un peu plus, réapprendre des gestes premiers comme faire du feu, manger ce qu'ils font pousser ou manger ce que la nature leur propose, et puis vivre dans des conditions beaucoup plus simples. Et le début du récit commence où on montre cette société ultra technologique. Et le personnage principal, Constant, se fait hacker son cerveau. Donc, il y a une faille dans le système et il se fait voler son cerveau numérique. Et comme tout ce qu'il sait, il l'a pas appris, il l'a pas acquis. C'est juste une expérience qu'il a pu avoir de temps à autre quand il va chercher ces choses-là. Le fait qu'il se débranche, il perd un peu toutes des notions basiques. C'est-à-dire, il sait plus s'exprimer, il sait plus lire, évidemment, il sait plus écrire. Il sait plus se nourrir, il sait plus qui il est, il sait plus s'orienter, il sait plus où il habite, il sait plus se comporter avec d'autres gens. Mmh. Donc il doit réapprendre des choses comme un enfant. Alors qu'il est adulte, il doit réapprendre des choses toutes simples. Puis par moments, il a des choses qui reviennent parce qu'il a expérimenté ces choses. C'est passé dans son cerveau, mais c'est perdu. C'est perdu dans le cosmos de son cerveau. Donc pour les retrouver, on sait que voilà les chemins neuronaux que notre cerveau emprunte, certains, il va les emprunter qu'une seule fois. Donc peut-être une deuxième fois 50 ans plus tard. Donc c'est assez mystérieux aussi comme la mémoire fonctionne. Et donc il va se retrouver avec ces gens de la forêt qui vont l'aider à réapprendre des choses premières et puis essayer de retrouver au fond ce qu'il est. Hein. Qu'est-ce que c'est d'être un humain? Donc, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qu'on garde pas? Et donc, il va réapprendre petit à petit à être un être humain en ayant perdu sa partie numérique, son humanité numérique, qui était la grande partie de ce qu'il était. Pour finir, il en est dépossédé d'une seconde à l'autre. D'accord. Mais justement sur cette thématique, parce que tu as aussi dit dans le dossier de presse que souvent la science-fiction avait un côté un peu réac par rapport au progrès technologique. Mmh. Alors on va pas spoiler la fin de l'histoire dans ce podcast, mais justement c'est quelque chose aussi que tu as l'impression de vouloir donner aussi, de dire qu'au final le tout numérique, la numérisation à outrance des sociétés, de l'ultra technologie, parce que on parle de pouvoir vivre des sensations avec justement les implants que tes personnages ont dans cet univers, mais ça se rapproche un peu de tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui avec le métavers notamment, qui est quand même vachement récent. Alors après, je sais pas quand tu as eu l'idée de vraiment précise de ce que nous sommes. C'était pas non plus il y a quelques années au grand maximum. Oui, il y avait pas encore le métavers. Mais voilà, le truc c'est que c'est des choses qui sont arrivées aussi au moment où. Mais bon, il y avait déjà eu des tentatives, il y avait déjà eu Second Life. C'est de toute façon, on est dans un mouvement. Où toute cette ultra-technologie, elle est mise beaucoup au service du divertissement. Oui. Et je trouve que ça dit quelque chose d'assez significatif sur notre société. Pour pas dire inquiétant, mais là je suis réac si je dis inquiétant, c'est que se dire que en fait toute cette super science, elle est là pour essayer de nous faire oublier qu'on se fait chier. Très bien dit. Parce qu'au fond, on sait pas trop ce qu'on est en train de faire là. On est une espèce très jeune. On a pris des directions sociétales qui nous ont amenés à un système de civilisation qui arrive un petit peu au bout aujourd'hui. On s'en rend compte. En fait, on était un peu construit sur l'idée que notre existence, elle a un sens parce qu'on fait des choses qui servent à la société. On travaille, on se rend compte que là, 21e siècle, on est en train assez rapidement de remplacer l'humain un peu partout parce que la machine, elle travaille vachement mieux. Donc, on va plus servir à ça. Petit à petit, en fait, on résiste à ça, mais c'est inéluctable. On va vers la disparition de l'humain qui travaille au profit de la machine. Donc, le jour où on n'aura plus de choses à faire pour justifier notre présence sur cette terre, ça va être un petit peu angoissant. Donc, on est déjà en train de pallier à ça en fabriquant du divertissement à fond qui nous occupe non-stop. C'est-à-dire qu'on peut être pris du matin au soir en charge par du divertissement. Le métavers, c'est aussi ça. C'est s'échapper dans un monde qui est un peu plus fun que le nôtre, dans lequel on peut être quelqu'un d'autre, de plus beau, de plus grand, de plus riche, de plus tout ce qu'on veut. Mais enfin, je pense pas que c'est une finalité. Je pense pas qu'on va réussir. Je pense pas que le nouvel homme, c'est un homme qui joue sur sa console du matin au soir sur un canapé. On va pas s'en sortir avec ça. À mon avis, on a
un cerveau d'une complexité folle pour faire quelque chose de plus intéressant que ça. Mais je sais pas quoi, hein, je cherche, voilà, comme tout le monde, je tâtonne et je me dis pourquoi on est là. Au fond, on a sûrement une meilleure carte à jouer. On a pris des choix de société, de se couper de la nature, de se couper du vivant. En fait, on s'est mis à part en pensant que l'humain était le top du top, donc on était au-dessus du reste et on allait se protéger du reste du vivant parce qu'on le considère un peu comme un prédateur ou quelque chose qui nous met en danger. Donc on s'est barricadé dans des villes, on s'est coupé un peu de tout ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte que il y a quelque chose qui nous manque. Il y a plein de signes. Voilà, les gens vont se promener à la montagne, faire de la rando, serrer des arbres dans leurs bras, se baigner avec des baleines. Ils disent j'ai l'impression d'être vivant. Et ça peut sembler un peu couillon, mais c'est vrai. Ça donne un sens d'être attaché au vivant. D'être tout seul dans un appart aseptisé, on l'a vu en plus quand on a eu ces premières vagues de Covid. Il y avait la tentation de dire il faudrait qu'on désinfecte toute la planète pour que l'humain puisse continuer à exister. Non, pas du tout. En fait, on est en train de se surfragiliser. Cette technologie, en fait, elle nous rend de plus en plus fragiles. Je dis même pas dépendants. Tu parles d'homme assisté dans le bouquin. Oui, c'est ça. Moi, je pense que l'humain augmenté, c'est beaucoup un humain assisté. Alors, quand un humain a perdu un membre et qu'on lui remplace son membre, c'est de l'assistance qui est géniale, je trouve. Mais quand la machine fait tout pour nous, moi je vois que j'ai déjà perdu, des facultés parce que j'ai perdu de la mémoire. Avant, je savais mémoriser énormément de choses parce que c'était utile pour moi. J'avais besoin de mémoriser tous les numéros de téléphone de mes amis. J'avais besoin de numériser des adresses, de mémoriser des adresses, les films que j'ai aimés, les livres que j'ai aimés, qui les a faits, chez quel éditeur ils sont pour pouvoir les conseiller à des amis. Aujourd'hui, je sais plus ça. Tout ça, je m'en fous, c'est sur mon téléphone, j'appuie sur un bouton, j'ai l'info. Donc, c'est plus nécessaire de faire l'effort de le mémoriser. Donc, petit à petit, c'est des efforts qu'on cesse de faire au profit de la machine. Mais en fait, ça nous rend pas tellement augmentés, ça. Moi, je trouve qu'on est vachement diminué. Et on va de plus en plus vers ça. On va aussi vers ça pour les sensations. Dans nos relations aussi, on fait plus vraiment l'effort de la relation puisque la relation, elle est déjà pré-organisé par des applications. Donc, on rentre des trucs, on nous met déjà face à d'autres gens qui ont été choisis pour nous. C'est à la fois fascinant, génial, et je pense qu'on a ce travers humain qui fait que on va de l'avant. Donc, dès qu'il y a du progrès, on a envie d'y aller. Mais là, c'est un progrès qui nous affaiblit, qui nous fragilise énormément. Ou peut-être qu'on n'a pas le recul en fait nécessaire pour voir en fait de quelle façon ça va modifier soit voilà nos interactions, nos comportements ou nos facultés. Parce qu'on a même vu que par rapport à l'omniprésence maintenant en fait de la sollicitation en fait notamment par les téléphones aussi, mais par tout ce qui est numérique en fait, c'est qu'on a un temps de concentration qui est en train de chuter parce qu'on n'arrive plus à se concentrer sur des tâches longues. Enfin, même moi de mon côté, je le vois très bien qu'en 10 ans ma faculté de concentration elle a pu diminuer. Mais et tu parlais quand même de l'industrie et du divertissement total, mais faire de la bande dessinée, c'est aussi participer à cette industrie du divertissement. Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, après, tu produis pas 36 BD toutes les 24 heures comme Netflix. Mais pour moi, le livre, c'est différent parce que je trouve que la fiction, elle fait grandir. Elle nourrit l'imaginaire. Et puis, un livre, on le fait avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'on écrit un livre, les gens, ils vont le lire et ils vont amener aussi leur voix, leur musique, leurs sensations dedans. Et il n'y a pas deux personnes qui lisent un livre la même chose. Il y a des gens qui vont mettre 3 semaines à lire un livre, il y a des gens qui vont mettre 10 minutes à le lire. Et puis, bon, les livres vont pas toucher tout le monde de la même manière, mais généralement, quand on a aimé un livre, il nous habite un moment, on a envie de le partager, on a envie de le raconter aux autres. Alors que quand on est devant un flux Netflix, par exemple, c'est difficile d'en sortir parce que un truc se termine, on nous en lance automatiquement un autre en ayant enlevé même les génériques pour être sûr qu'on s'en va pas. On reste devant et après une journée comme ça où on nous a balancé des fictions, plein de choses, c'est difficile de dire ce qu'on a vu. On sait même pas. T'as vu quoi? Des trucs bien, c'était bien. Ouais, je crois. Je sais plus trop en fait. Ça m'a occupé. Je crois pas qu'un livre occupe. Il occupe aussi, hein, mais pour moi, il a aussi une vocation
de faire fonctionner des émotions, toutes sortes d'émotions, de la tristesse, du rire, de l'indignation. Enfin, il se passe quelque chose quand on lit, je crois. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens déjà au moment où, quand moi j'étais gamin, qui avaient ce discours sur la bande dessinée, qui trouvaient que la bande dessinée c'était déjà un sous-genre qui ne stimulait pas le cerveau des gens comme la littérature. Moi, je crois pas à ça. Je crois qu'au contraire, la bande dessinée, il y a toutes sortes de bandes dessinées, évidemment, mais elle stimule sur d'autres plans parce elle offre aussi une image. Alors, il faut comprendre un découpage en images. Enfin, c'est un support hyper intéressant. Alors là, quand même, tu as une BD un peu presque à triple fonction, puisque à la fois, tu as une forme de mission un petit peu de vulgarisation scientifique par rapport à des données que tu as assimilées et que tu dois restituer pour que les gens puissent comprendre de quoi tu parles. Tu as un point de vue d'auteur aussi sur ces questions de société. Et tu dois aussi raconter une histoire pour intéresser ton lectorat à tes personnages. Comment on manie cet équilibre Alors, la vulgarisation scientifique, elle est très simple. Je pars d'un postulat qui dit, voilà, dans un avenir proche, on aura un cerveau numérique assistant. Le personnage explique, enfin, au fil de l'histoire, on comprend à quoi ça sert, mais je pars pas dans une explication scientifique. C'est pas un séminaire non plus, oui. Mais... Comment ça s'est fait, comment on comprend qu'on l'a fait simplement. Après, il y a un postulat un peu plus scientifique parce qu'il y a des personnages, mais qui est presque plus philo que scientifique, qui est de dire, en fait, une partie des personnages travaillent sur la dépression, qui est inhérente à ces cerveaux numériques. Ils se rendent compte que les gens qui ont ces cerveaux numériques sont victimes aussi de dépression. Donc, ils cherchent comment injecter quelque chose là-dedans pour contrer cette dépression. Et un des postulats, c'est de dire que la dépression, elle vient pas du fait que vous nous injectez des antidépresseurs, mais que il faut qu'on trouve un scénario, un scénario qui répond au pourquoi on est là, qui est une question humaine récurrente. On a cette question en nous, de manière intrinsèque. On cherche ce qu'on fait là. Et alors on cherche plus ou moins selon le temps, selon l'ennui qu'on a. C'est-à-dire, si on s'ennuie plus, on va peut-être plus réfléchir. Mais c'est une question qui date de l'aube de la civilisation, et on y a répondu en donnant des axes de civilisation. Comme ces axes arrivent un petit peu à la fin, cette question, elle revient très très fort maintenant. C'est une question sociale de nouveau très forte. Et puis c'est vrai que tous les gens qui ont consacré leur vie à un travail, qu'on licencie aujourd'hui en disant on n'a plus besoin de vous, et forcément, il se dit, mais alors, je fais quoi? Je sers à quoi? Et on sert forcément à quelque chose. Je crois fondamentalement, et là, c'est une réalité scientifique. Là, il n'y a rien sur notre planète de vivant qui ne sert à rien. Rien n'a été fait juste pour faire joli. Tout a une fonction. Et tout vivant a une fonction très claire. L'oiseau, il sait pourquoi il se lève le matin. Enfin, il se lève pas, mais il sait pourquoi il existe. Il sait pourquoi il chante. Il sait pourquoi tout a un sens. Nous pas. Peut-être parce qu'il a moins la capacité de réfléchir à sa propre existence aussi. Parce que t'as quand même une question de conscience propre. Il y a un cerveau nous, on a un cerveau qui nous permet de réfléchir énormément à ces questions-là. Mais donc, c'est d'autant plus rageant de se dire qu'on trouve pas, parce que si on a la capacité de réfléchir à ça, c'est que on est censé faire quelque chose d'autant plus important. Sinon, si on devait juste pousser un caillou tous les jours un mètre plus loin, peut-être qu'on n'aurait pas des capacités neuronales aussi fortes. On sera sûrement pas en train de faire du podcast dans une maison d'édition très 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 clairement. Et par rapport à cette à la façon dont l'être humain est remplacé, j'imagine que tu t'estimes quand même protégé en tant qu'auteur de bande dessinée, parce que a priori il y a déjà quand même des logiciels d'intelligence artificielle qui commencent à vouloir en tout cas raconter des histoires. Peut-être que je sais pas si sur le dessin c'est aussi développé, mais tu te sens menacé par des programmes ou des robots? Non, pas tellement, parce que l'enjeu est pas très fort non plus. Je pense que si l'enjeu économique était hyper important, on remplacerait les dessinateurs par des machines. Aujourd'hui, c'est pas essentiel. Raconter des histoires, il y a énormément de logiciels qui sont en train de travailler sur le storytelling aujourd'hui, qui analysent toutes les histoires qui ont été racontées, qui en reconstruisent en fonction de ça. Et on a déjà des robots qui écrivent des histoires. On a déjà des robots qui... pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que là-dessus, on a encore une belle longueur d'avance. Parce que justement, l'histoire, elle est sur la non-maîtrise, la chose la surprise. Elle nous tombe dessus. Il n'y a pas d'auteur qui peut dire
moi je maîtrise comme personne, je me lève le matin, je sais que je vais faire une histoire. Même les super professionnels du récit, Stephen King, enfin ces personnes-là, ils sont soumis à une part de surprise. C'est ça qui va faire que leur histoire va devenir intéressante. Et ça, c'est compliqué. Mais même ça, quand on aura un cerveau numérique, on comprendra d'où elle vient cette surprise, comment elle fonctionne, comment elle se manifeste. Donc, nos jours sont comptés. Mais tu penses vraiment qu'on peut réussir, après là c'est vraiment avec ce que tu as pu apprendre, ou même juste de ton point de vue, tu penses vraiment qu'on peut réussir à assimiler le fonctionnement d'un organe aussi compliqué que le cerveau à seulement, vraiment en étant ultra pragmatique, à des connexions électriques entre des milliards de neurones, que le fait de pouvoir modéliser ça permet de répondre à toutes les questions, parce qu'il y a quand même aussi une part d'autres choses. Je sais pas s'il y a autre chose, en fait. Je pense que tout est là, mais c'est extrêmement complexe. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que c'est de la foutaise et que le projet, il va pas réussir à remplir la mission qui s'est donnée. On sait pas. Mais est-ce qu'il y a autre chose? C'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête que, oui, moi, je pense que peut-être que si un jour on arrive vraiment à analyser tout, on comprendra d'où vient la créativité, la dépression, comment on a créé certaines choses. On pourra expliquer beaucoup de maladies, évidemment. Comment se met en place l'autisme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est quelque chose de supplémentaire? Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu vois plus des applications quand même médicales, en fait, là-dedans. Au départ, les chercheurs qui travaillent dessus, c'est beaucoup pour une application médicale. Mais en même temps, quand on voit le budget qui a été levé, je pense qu'il y a, les gens, il y a une espèce de rêve là autour, de dire un rêve de toute puissance. Le jour où on contrôle le cerveau humain, on peut en fabriquer un, on peut tout faire. On peut tout faire, mais moi je trouve pas forcément réducteur de dire que le jour où on peut expliquer le cerveau humain, on peut tout comprendre. Parce que déjà, comment on va expliquer, il se passe tellement de choses qu'il faudrait 50 vies pour expliquer ce qui se passe. Il faudrait un professeur Magistretti qui parle non-stop pendant 50 ans pour nous expliquer le résultat de ses recherches. Donc ça va être après des applications assez ciblées probablement. Moi, je suis pas scientifique, donc de toute façon, c'est quelque chose qui est stratosphérique. Pour moi, je comprends très très parcellairement ça, mais je pense que pour prendre ma chapelle, enfin le dessin, l'imaginaire, comment une histoire vient, je pense qu'on peut l'expliquer, bien sûr. Mais t'aimerais savoir, en fait, qu'on dise, en fait, quand Zap invente une histoire, en fait, c'est parce que t'as ta zone là sur le lobe, en fait, qui s'active, et c'est juste parce que voilà, t'as des petits échanges électriques et réduire en fait toutes tes créations en fait à des impulsions électriques dans la partie droite supérieure de ton cerveau. Oui, enfin, ce serait un peu triste, non? Si on pouvait l'expliquer, je pense que ce sera trop court, mais peut-être qu'on pourrait faire un programme avec des lignes de code qui fait que si on applique ce programme, une histoire va arriver. T'imagines, mais on a un code, on le télécharge, après, on recrée l'histoire. Parce que c'est jamais la même, donc c'est pas intéressant de reproduire. On pourrait expliquer comment cette histoire a été créée, peut-être, mais c'est pas pour ça qu'on saura comment la prochaine va être faite. Moi, j'ai l'impression que les histoires, elles nous tombent dessus. Elles nous choisissent à un moment. Il y a un truc qui se passe, ça nous tombe dessus et cette histoire, elle s'impose. Et à un moment, on se met à écrire et on a l'impression que l'histoire, on la connaît déjà. Dans les grandes lignes, parce qu'après, on va faire plein de versions, mais on la connaît déjà. Donc, ça veut dire que, je sais pas, on a reconstruit à partir de plein de choses qu'on a entendues, des sensations, des rêves, des trucs. À partir de tout ça, notre cerveau, parce que moi, j'ai un cerveau qui fonctionne autour de la construction de l'imaginaire, il va construire ça. Quelqu'un d'autre, à partir de ça, il va construire une recette, une maison, je sais pas, une théorie scientifique. Voilà, on réagit par rapport aux choses qui nous entourent, mais on a un peu l'impression que ces choses-là, elles nous tombent dessus à un moment. Donc, on a donné plein de noms poétiques à ça. On a une muse, on a l'inspiration, on a des gens religieux pensent que c'est peut-être une entité qui nous distribue ces choses-là. J'en sais rien. Dans l'absolu, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça se passe. Ouais. Mais tu cherches pas forcément à comprendre les mécaniques derrière. Je crois pas que ça changerait grand-chose. Ouais. Je crois pas que. Tu penses pas que ça pourrait être désacralisé en fait
Je pense pas, parce que par exemple, sur écrire une chanson, qui est un phénomène un petit peu plus simple, qui répond à des questions peut-être à moins de paramètres que d'écrire une histoire. Il y a assez vite une intelligence artificielle à qui on a attribué ce genre de truc, qui sait, par exemple, qui a analysé toutes les chansons de Bob Dylan pendant je sais pas combien de temps et qui a fait une chanson de Bob Dylan. Mais c'est pas bien, en fait, c'est pas intéressant. C'est pas une chanson de Bob Dylan, c'est une chanson d'un robot qui imite Bob Dylan. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'imitation, c'est à quel moment quelque chose est inédit. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous touche, et ça, c'est une fonctionnalité de notre cerveau qu'on a peu explorée encore, qui nous relie d'humain à humain et qu'on a très peu exploré, mais on le voit, il y a des sentiments. Tout à coup, quelqu'un dit quelque chose, une voix va toucher quelqu'un d'autre. Alors que c'est pas votre famille, vous connaissez pas, mais il y a une connexion qui se fait. Il y a des connexions physiques qui se font, et des connexions, tout à coup, on est en empathie avec quelqu'un. Quelqu'un est triste, on a envie de pleurer avec lui, alors que c'est pas forcément un ami, mais ça va nous toucher. Et une autre personne, ça vous le fera pas. Donc je pense que ça, c'est des choses qui sont des potentiels qu'on n'a pas utilisés, parce que la manière dont on a vécu, ça servait pas à grand chose, à part certaines personnes l'ont utilisé. Puis en plus, c'était hyper prohibé pendant très longtemps, parce que c'était considéré comme de la sorcellerie ou du charlatanisme. Donc on l'a peu développé, mais il y a des gens qui ont ce genre de choses, qui vous voient et qui vous disent, qui vont vous dire, vous avez telle maladie. Et c'est pas. Ils sont humains aussi, ils ont aussi un cerveau, donc ça veut dire qu'ils ont développé un potentiel dans leur cerveau que nous, on n'a pas développé. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper réjouissant de se dire que on n'a pas tout vu encore, on n'a pas tout fait. Et là, cette nouvelle situation où on est on match avec la machine et en même temps, on arrive au bout d'un système, on va être obligé de sortir un peu de notre zone on peut pas vraiment dire de confort, mais notre zone actuelle, pour aller chercher ailleurs d'autres potentiels. Et ça, moi, ça me fascine. Et c'est aussi un des axes du récit. C'est qu'à un moment, si on nous enlève plein de choses, on va aller en chercher d'autres. Et c'est des choses qui existent dans l'histoire, qui ont été, moi je parle dans le livre du syndrome du savant, ouais, qui est un syndrome qui a été observé, peu documenté, parce que peu observé, mais il y a des récits très anciens où ça pourrait être apparenté à ça, mais il y en a qui sont documentés de ces peut-être 100 dernières années, de gens qui se retrouvent dans une situation de mort imminente et où leur cerveau tout à coup réorganise le circuit électrique. Enfin, je le dis avec vraiment des mots de néophyte, pardon, mais réorganise un peu la circulation des idées, et ces personnes se réveillent après un coma ou leur choc, et c'est plus les mêmes personnes. Elles se comportent de manière différente. Elles parlent de manière différente. Elles ont d'autres idées. Elles envisagent le monde. Il y a une des premières histoires vraiment documentées, c'est un gars au Far West, qui construit les chemins de fer, et il y a une explosion, et il prend une traverse de chemin de fer dans l'œil, elle lui traverse la tête. Et il est là en plein nulle part, à peut-être 2 heures de mule du village. Il le ramène au village, étant persuadé que le gars va mourir, on le recoue, le gars il survit, il reste vivant encore 18 ans. Et c'était un bonhomme assez discret, timoré, qui mangeait dans son coin, qui n'osait pas trop parler. Il se réveille, il est ultra grossier, il insulte tout le monde sans arrêt, il est misogyne, il se comporte mal avec les femmes. Et c'est le même gars. Et c'est incompréhensible comme truc pour les gens à l'époque. Mais il y a déjà un médecin qui documente tout ça. Donc ça, c'est un des premiers cas documentés vraiment qu'on a analysé par la médecine. Et après, il y en a plein d'autres, effectivement, de gens qui se retrouvent tout à coup, ils se réveillent et ils comprennent des choses qu'ils comprenaient pas avant. Ils parlent d'une autre manière. Ils se mettent à comprendre la musique. Ils composent de la musique alors qu'ils n'ont jamais joué d'un instrument. Enfin, je pense on n'a pas tout exploré, effectivement, de ce qu'on peut faire. Parce que même dans l'histoire où tu abordes justement, tu parlais avant de hack de cerveau, où tu as ce questionnement en fait sur le fait que si on arrivait à numériser un cerveau
en fait, on pourrait le copier et acquérir en fait la personnalité ou les compétences ou les connaissances de quelqu'un d'autre. Ce qui pose aussi des questions par rapport à tout ce qui est protection des données, qui sont aussi des choses qui sont très très discutées actuellement dans la société en fait. Donc c'est aussi ça que tu as voulu mettre dans l'album. Bien sûr, en fait c'est raconter ça pour soulever des questions éthiques en fait et quelque part qui est dans la poursuite de ce que tu as fait dans tes précédents albums, très science-fiction. Voilà, moi ça m'intéresse, ce débat il m'intéresse, et quand on parle avec des scientifiques, presque tout le temps ils sont excités par la recherche qu'ils sont en train de faire ou à laquelle ils participent ou qu'ils voient autour d'eux, mais ils disent mais ce serait bien de mettre en place un comité éthique qui réfléchit à l'application de ça. Sauf que c'est un petit peu c'est toujours pareil, c'est comme si vous faites un super repas, puis vous dites mais vous faudrait quand même penser à trouver un gars qui fait la vaisselle. Personne n'a envie de penser à ça. Oui, ok, on va le faire, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc voilà, c'est une espèce de parent pauvre l'éthique, et je crois les questions éthiques, elles intéressent les gens grâce à la fiction. Tout à coup, on va se poser des questions sur le clonage parce qu'on a vu Blade Runner. Beaucoup plus que si on a eu 15 scientifiques qui nous ont parlé de cette situation, des risques, des dangers. On est là, ah ouais, on n'a pas complètement compris ce qu'ils disent. Tout cas, une application dans de la SF, je pense que les gens qui ont vu le film Total Recall, par exemple, qui est un bouquin génial, à la base, ils se sont posés ces questions de dire, tiens, si on peut nous injecter des souvenirs, nous programmer des souvenirs qu'on n'a pas eus, c'est génial, mais c'est vachement dangereux en même temps. Donc, alors que c'est pas que génial, c'est génial, mais c'est aussi vachement dangereux. Donc, ces questions, elles sont soulevées par la fiction. Et ouais, moi, toutes ces questions-là, elles m'intéressent. Ouais. Je pense qu'il y a un échec de la science à savoir communiquer sur ce qu'elle fait, pour le fait qu'on ait besoin en fait des œuvres de science-fiction pour aborder ces thématiques-là, parce que tu dis clairement qu'on sera plus intéressé à s'interroger sur le clonage en regardant Blade Runner plutôt qu'en écoutant des scientifiques. Ce qui, à titre personnel, me heurte un petit peu parce que je trouve que... je pense que c'est pas le job des scientifiques. Les scientifiques, ils parlent entre eux. Oui, mais justement, t'as un problème de tour d'ivoire dans ce cas. Tour d'ivoire, c'est-à-dire que quand on parle avec des scientifiques, ils ont consacré leur vie à un truc de recherche. Ils n'ont pas le temps, en plus, de faire des cours de communication pour aller parler à des gens qui sont pas du même métier, qui comprennent que dalle à ce qu'ils sont en train de raconter. Et eux, ils peuvent être surexcités sur un truc en disant mais vous vous rendez compte, on est en train d'arriver à synthétiser la molécule de ça. Et les gens, nous, on s'en fout parce qu'on sait même pas ce que ça veut dire. Donc l'application, enfin le storytelling scientifique, il est vachement compliqué. Et ouais, aujourd'hui, on voit, enfin, il est en train de se passer plein de choses. On lui dit, voilà, métaverse, truc, il va se passer ça, l'humain augmenté, on nous raconte plein de trucs sur l'humain augmenté. On comprend de loin et on dit, ah, vous en pensez quoi? Ouais, c'est bien, mais c'est un peu dangereux, non? Enfin, on n'en sait rien. On n'est pas qualifié pour ça, pour savoir vraiment ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est bien que la fiction ouvre une piste là-dedans, pose des questions, enfin raconte des histoires qui font qu'après on se dit ah ouais, c'est comme dans tel livre, et après on aura envie de poursuivre, de poser des questions, de questionner, parce qu'au fond majoritairement c'est les gouvernements qui décident des avancées scientifiques, enfin aussi beaucoup maintenant les privés, puisque enfin c'est l'argent qui permet à la science d'avancer. Donc la science, elle a besoin de raconter une histoire, parce que c'est l'histoire qu'elle raconte qui va faire qu'elle va toucher 10 000 balles ou 10 millions. Donc les scientifiques, ils ont besoin de savoir quand même bien raconter leur truc pour arriver à financer leurs recherches, mais souvent ça reste un peu loin du grand public. On est un petit peu perdu. Il y a des articles scientifiques, il y a des choses qui se passent, puis on se dit waouh, ça a l'air intéressant, mais on n'est pas vraiment sûr de comprendre. Des fois, le titre de l'article est hyper vendeur, mais après, on n'est plus trop sûr d'avoir. Non, mais parce qu'en plus, tu as des problématiques vraiment de storytelling aussi, où justement, on recherche en fait quelque chose qui est très anthropocentré d'un point de vue surtout sur l'applicabilité de quelque chose, et que l'idée même qu'on puisse s'intéresser à des questions juste pour comprendre quelque chose sans forcément devoir en faire une machine, une application. Après, en fait, c'est complètement perdu en route. Et enfin, je sais pas si quand t'avais fait Zion, ça s'était manifesté, mais du côté de l'écologie ou même de l'éthologie, donc la science du comportement animal, il y a quasiment plus aucun financement comparé, par exemple, à des recherches sur le cancer ou des maladies bactériennes et ce genre de choses-là. Donc, il y a quand même aussi
une volonté effectivement de certains scientifiques à vouloir faire du storytelling, et ben même dans la pandémie on a très bien vu aussi que certains voulaient tirer l'épingle de leur jeu, quitte à falsifier en fait des données pour bâtir ce storytelling. Parce que l'enjeu il y a une concurrence terrible aussi, et c'est on est dans cette idée complètement anthropocentriste aussi. C'est que si ça nous touche pas, s'il n'y a pas une application directe. Mais quand j'ai fait Diane, il y avait une espèce d'intérêt tout à coup plus fort sur la recherche sur les arbres, parce qu'il y avait eu ce livre de Peter Wohlleben, l'intelligence des arbres, qui a été un gros succès. Donc tout à coup, ça a touché plein de gens, et plein de fondations privées se sont dit c'est génial, on met de l'argent. Donc tout à coup, il y avait des budgets de recherche qui étaient alloués à des gens qui depuis 20 ans travaillaient avec 3 francs 6 sous. Tout à coup, ils recevaient 1 million pour étudier la communication dans une forêt entre les mélèzes et les pins, quoi. Donc c'était là, c'est Noël. Mais en même temps, avec une approche complètement, on disait les arbres, vous voyez, c'est comme les humains, ils se protègent entre eux. On mettait des photos avec un arbre qui tient dans ses bras une souche. C'est pas ça, c'est pas évidemment, c'est toujours un peu c'est toujours un peu cucu, quoi, la manière qu'on a d'approcher ça. Mais comme le cerveau numérique, j'imagine que pour avoir le budget qu'ils ont eu, ils ont dû aussi faire miroiter énormément de choses qui étaient beaucoup plus excitantes que juste la recherche pour certaines maladies. Juste la compréhension. Et il y a aussi quelque chose dans tes inspirations un peu pour modéliser ton futur, le futur en tout cas que tu dépeins. T'as eu d'autres inspirations en termes de bande dessinée ou de films? Parce que moi j'ai vu un truc assez proche avec Brasil, notamment sur les pilules de repas, où on a les photos de ce à quoi c'est censé ressembler, parce que tu as la même scène en fait dans Brasil de Terry Gilliam. Je veux savoir si c'était bien ça et s'il y en avait eu d'autres un peu. Alors j'ai pas pensé à Brasil, mais j'ai vu Brasil quand il est sorti au cinéma. C'est un film que j'ai adoré, donc j'ai probablement gardé ça dans un coin. Et puis en même temps, on n'est pas loin de ça, hein. On est dans l'idée de pouvoir on est en train de complètement réfléchir à comment on va se nourrir à l'avenir. Et on est en train de se dire que effectivement, il y a de plus en plus de gens qui créent de la nourriture de synthèse, qui a l'apport en protéines dont on a besoin, mais qui essaye de ressembler en termes de goût, en termes de croustillant. Alors là, ce serait le cerveau qui nous donne le goût, le croustillant, la chaleur et tout, et c'est uniquement un apport en protéines et en vitamines. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui sera assez accessible. Ça me semble pas de la science-fiction extrêmement complexe, ça. Puis là, on va être dans une application directe, parce que on va être face à cette question dans quelques décennies où il y aura plus les mêmes choses à manger qu'aujourd'hui, et on aura éduqué une population mondiale à manger du bœuf braisé et des nuggets de poulet, mais il y en aura plus. Donc il faudra qu'on fabrique du faux et qu'on fasse croire que c'est du vrai. Je pense pas que ce sera très compliqué. À mon avis, ça, c'est pas l'élément fictionnel le plus audacieux du livre, quoi. D'accord. Il y a une autre idée aussi qui est abordée et que je trouve vraiment fascinante, c'est le fait en fait que le cerveau, en fait, c'est un agrégateur de messages extérieurs qu'il arrive à transformer, qui fait que nous, en fait, on reçoit des signaux, on les interprète d'une certaine façon. Et donc, tu as cette idée qui est super intéressante, c'est que par exemple, et ça tu le dis un moment, c'est que nous on regarde le ciel et qu'on dit qu'il est bleu, mais peut-être que si toi et moi on regarde le ciel, on verra pas le même bleu en réalité dans notre perception. Et je sais pas ce que tu penses un petit peu de cette idée-là. Bah, tout à coup, quand on va dans cette idée-là, c'est énorme, parce que c'est un champ immense en fait. Tout à coup, tout est possible en fait, tout est différent. On a juste appris à mettre le même mot sur des choses, mais toutes ces choses, c'est des sensations, et ces sensations, rien ne nous dit qu'on les vit tous, enfin c'est même à peu près sûr qu'on les vit tous de manière un peu différente. Donc c'est génial et hyper flippant, parce qu'on se dit cette vision assez rassurante 19e siècle, qu'on avait du monde où il y avait Dieu, et il y avait une société, il y avait le bien, le mal, les choses étaient assez claires sur qu'est-ce qui était quoi. Tout à coup on se dit mais non, en fait on a tous une perception du monde qui nous est personnelle. Simplement, on a appris à l'école à mettre les mêmes mots dessus.
Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des enfants face à telle situation, ils vont faire une réaction extrêmement violente, d'autres ça les touchera pas du tout. Il y en a qui vont développer des allergies, des crises de panique, et enfin c'est aussi parce qu'on a cette perception complètement différente. Et les phobies, par exemple, on va dire mais pourquoi? Mais c'est absurde d'avoir une phobie des oiseaux. C'est gentil les oiseaux, mais moi je les vois comme des alliés, et je les vois comme des choses assez jolies, mais peut-être que des gens les voient comme quelque chose d'hyper inquiétant. Donc les descendants des dinosaures. Voilà. C'est pas très sympa. Tu utilises aussi la fiction dans ta fiction, notamment ton personnage va parmi plein tant de choses en fait quand il doit faire son cheminement pour réapprendre à être humain en somme, il y a la fiction qui intervient dedans aussi, notamment Moby Dick. Et c'est marrant parce que c'est une œuvre quand même que je retrouve beaucoup en fait chez plein d'autres auteurs. Qu'est-ce qui est si fort pour toi dans Moby Dick? Bon, alors peut-être que c'était le hasard, mais non, je pense pas. C'est un ouvrage assez emblématique parce qu'il est Melville, c'est l'aventure, quoi. Il y a vraiment ceux qui l'ont lu, je pense, on est marqué par ça. Et moi, je suis aussi marqué par le film de John Huston que je trouve complètement incroyable, que j'ai vu enfant et qui, pour moi, a posé une espèce de canon de l'aventure, de l'héroïsme, de la terreur. Donc voilà, j'ai choisi un récit qui était comme ça, un récit que tout le monde peut identifier. J'aurais pu prendre Jules Verne ou autre chose, mais et ce qui m'intéressait, c'est que le personnage, en fait, sait pas lire, il essaye de lire, et quand on lui lit le récit, il arrive à le réciter, il arrive à réciter tout Moby Dick, pratiquement, parce que il en a l'expérience. Et ce genre de choses, ça, c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec le professeur Magistretti, mais effectivement, on a des zones du cerveau qui sont tatouées, plus ou moins des choses d'expériences fortes qu'on a vécues, mais elles peuvent être perdues, et tout à coup elles vont se réactiver à la faveur d'une image, d'un son, tout à coup de recroiser quelqu'un, ça fait remonter un truc, et on a tous vécu ces choses-là, et c'est assez imprévisible, inexplicable, et c'est génial. Moi je trouve que ça dit justement toute cette aventure qui nous reste à faire pour aller explorer ce qui se passe là-dedans. Et il y a aussi un point, c'est quand dans ce parcours de reconstruction, tu fais forcément intervenir les relations à l'autre, et puis il y a forcément aussi l'amour et le sexe qui interviennent là-dedans, et c'est un sujet sur lequel tu n'as jamais rechigné à aborder dans tes bandes dessinées. Il fallait aussi en parler parce que ça fait partie du coup littéralement de ce que nous sommes pour toi. Bon, oui, ça fait partie, ouais, je pense vraiment. Et en fait, ce qui arrive au personnage qui est tragique, c'est que il retrouve petit à petit des sensations, donc il se reconstruit, mais il sait pas si ce qui là comme souvenir, il l'a vécu ou c'est uniquement des souvenirs qui ont été fabriqués. Et il peut pas faire la différence. On peut pas faire la différence. Et ça, c'est un truc hyper flippant parce qu'effectivement, quelqu'un qui vit dans le métaverse aujourd'hui, qui passe une partie de sa vie dans le métaverse, qui tout à coup a un accident, tombe dans le coma, quand il va se réveiller, il pourra pas faire le tri entre ses souvenirs réels et ses souvenirs numériques. Il saura pas ce qui a été vraiment sa vie. Et donc c'est ce que vit Constant. Il sait pas. Tout est mélangé. Et donc quand il croit avoir trouvé quelque chose, on lui dit mais non, ce personnage, c'est une actrice de cinéma d'il y a 100 ans. C'est pas ta mère, quoi. Tu l'as fabriquée. Et c'est quelque chose qui est assez terrorisant pour lui. Et donc le sexe, il sait pas s'il a déjà une expérience sexuelle. Et donc je joue un peu avec ça parce que quand il voit la femme nue, il dit ah bon, il y a des poils, elle dit ah bah c'est ta première fois alors. Et parce qu'il a eu plein d'expériences sexuelles fabriquées avec des personnages qu'il a pu choisir, modéliser comme il voulait. Et je pense que ça aussi c'est des choses qu'on délègue qu'on est en train de déléguer aux machines parce que la rencontre, la relation amoureuse, c'est de plus en plus assisté par les applications. Et puis on se rend compte, là moi quand j'ai travaillé sur Happy Sex, un album que j'ai sorti il y a 2 ans. C'était Happy Sex 2 même. Happy Sex 2, ouais. J'ai lu, alors je sais plus où maintenant faut toujours faire attention parce qu'il faut relire 12 fois, faut recouper pour être sûr que c'est vrai, mais je crois qu'il y a eu une recherche qui disait que pour la première fois,
je sais pas combien de décennies ou de siècles, la majorité sexuelle est remontée un petit peu. C'est-à-dire que de génération en génération, la première expérience sexuelle était toujours plus jeune. Et il y avait un combat social pour freiner ça, un combat évidemment des relis de la part des religions occidentales. Il y a, non, c'est mal. Enfin, mais malgré tout, quand même, ça descendait. Et là, je crois que c'est la première fois que c'est remonté un petit peu. C'est-à-dire la première expérience sexuelle était descendue, je sais pas, à 16 ans, puis elle est remontée à 17 ans. Genre. Et ça, c'est pas parce que les jeunes sont plus prudes. Je pense que c'est juste une espèce de paresse. C'est que on délègue plus à la machine, et pour finir la sexualité sur les applications, elle est plus facile parce qu'il n'y a pas tout le... Il y a pas la vraie rencontre à voilà, faire. Mais il n'y a pas tout l'effort de la rencontre, de s'entendre, de risquer de se prendre une tôle. Voilà, c'est fait, quoi. Mais parce que c'est dur aussi d'interagir avec des autres. Bien sûr, en fait, je sais pas si c'est forcément... Mais pourtant, c'est notre nature humaine de le faire. Ouais. On est des animaux sociaux, donc on est censé interagir. Et en fait, la machine est en train d'interagir à notre place. Du coup, on va aussi perdre cette faculté d'interagir, de parler ensemble, de se connaître, de se toucher, de s'aimer. C'est quelque chose qui va probablement aussi diminuer au profit de l'assistance de la machine. Et le marché, par exemple, des robots sexuels, c'est un marché qui fait rêver l'industrie, parce que le jour où ça fonctionne vraiment bien, je pense que plein de gens vont se dire, c'est vachement plus simple. Qu'est-ce que je me prends la tête avec une partenaire? Je trouve ça super effrayant. En vrai, c'est hyper effrayant, mais c'est déjà quelque chose qui a été traité pas mal dans la fiction. Il y avait une série télé il y a quelques années qui était pas mal là-dessus. Mais voilà, on est à la fois tenté d'aller vers l'avant, d'aller vers le progrès, et puis on est aussi tenté par la paresse, par faire moins. C'est vachement cool, se dire qu'on peut faire moins, puis que quelqu'un fait à notre place, une machine fait à notre place. En plus, on n'a aucune culpabilité, puis c'est pas quelqu'un qui fait à notre place, c'est une machine, donc on s'en fout. On se sent pas coupable, mais on est juste en train de perdre des facultés humaines. D'accord. Encore deux questions avant de te laisser tranquille. Sur ton choix de la couleur, en fait, parce que je vois que sur quasiment tous les albums que tu dessines dans cette collection, c'est que tu utilises vraiment en fait des couleurs très unies par case, en fait, vraiment pour des ambiances. Ça, c'est vraiment un choix alors, parce que derrière, enfin, même si le personnage se trouve dans une forêt, tu as décidé que la teinte serait bleue, tout va être dans des nuances de blanc. Tu peux un peu justifier ce choix? En fait, c'est un découpage par séquence. Pour moi, la couleur dans la bande dessinée, c'est ce qu'est la musique au cinéma. C'est ce qui pose l'ambiance, qui donne aussi une forme de rythme, mais surtout pour nous qui pose l'ambiance. Ces livres s'adressent à des lecteurs qui sont quand même assez grands, donc ils savent que l'herbe est verte et que le ciel est bleu. J'ai pas besoin de le figurer, donc je peux faire des couleurs qui sont plus impressionnistes, qui sont juste là pour dire l'ambiance, c'est ça. Et on est dans cette ambiance-là, comme si on avait une musique. Non, 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 non. Puis d'un coup, paf, cette scène, elle s'arrête. On passe ailleurs, on change de couleur et on comprend qu'il y a une petite ellipse de temps et de lieu et qu'on change d'endroit, sans avoir besoin de recourir au récitatif le lendemain, pendant ce temps, un peu plus tard, sans mettre plus loin. Que je trouve un peu, qui moi me dérange dans la bande dessinée, ça m'a toujours un peu emmerdé parce que je trouve que ça nous sort du récit. Ça nous rappelle, ah oui, on est en train de nous raconter une histoire. Alors que moi, quand je suis dans un livre, j'ai envie d'oublier que c'est un livre. J'ai envie de croire que l'histoire, elle est vraie. Donc, j'essaye d'évacuer tous les trucs qui font que on montre la machine, on montre comment ça marche, et qu'on est vraiment dans le récit, et la couleur aide pour ça. J'espère que ça marche, mais c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, puis j'ai l'impression que ça fonctionne en tout cas sur ces histoires-là. C'est aussi pour ça que parfois tu laisses certains personnages en blanc par rapport au reste d'une case qui est colorée. C'est pour le marquer, pour le sortir en fait du reste du décor. Ouais, c'est des petites choses. Pour reprendre la métaphore de la musique, c'est comme si tout à coup il y avait un point d'orgue ou une coda ou quelque chose qui se passe qui est un peu différent, et puis on est habitué à un truc, tout à coup, ting, il y a un truc, donc la tension est différente. Parce qu'à ce moment-là, il doit y avoir un petit pic d'attention sur peut-être la chose qu'il dit, ou sur ce qu'il est en train de faire avec sa main, ou ses yeux. Donc c'est tout des artifices dont on peut tirer parti dans la bande dessinée, quoi, qui nous permettent de raconter notre histoire. On n'a pas comme au cinéma la possibilité de dire, là on accélère, là on ralentit, donc il faut qu'on trouve d'autres manières de le faire.
D'accord. Et j'ai une dernière question qui porte un peu juste sur la conclusion sans la révéler bien entendu, mais par rapport à tout ce qu'on a pu dire dans cette émission et à un constat un petit peu pessimiste en fait sur la façon dont on utilise trop la technologie et le numérique, je trouve que tu as quand même un point de chute qui est assez optimiste en fait, qui pose pas de réponse directe à la question du titre de l'album, mais qui laisse des perspectives. Donc t'es quand même optimiste sur notre devenir. Bah, ça donne pas de réponse parce que j'en ai pas. Je suis comme tout le monde. Mais disons que t'en as pas, mais ça pourrait être plus négatif. Tu vois, le sentiment est quand même assez. C'est ma nature. Je suis assez optimiste et je suis persuadé que qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on avait à trouver, que notre humanité elle est pas terminée, que ce scénario-là il arrive au bout, mais qu'on en a d'autres. Et je me rappelle quand je travaillais sur The End, j'avais parlé de ça avec Francis Allais, déjà ce grand botaniste. Et puis je lui disais, mais en fait, si la nature a pas décidé de nous supprimer de l'équation de la planète, parce qu'on est un peu l'élément qui non seulement sert à rien, mais précipite le chaos. Donc si elle a décidé de pas le faire, c'est on a quand même quelque chose de bien en nous. C'est quand la nature la planète a une forme de bienveillance envers nous parce qu'elle attend encore quelque chose de nous. Et lui qui est moins optimiste que moi, m'a dit non, c'est juste parce qu'à l'échelle de l'histoire de la Terre, on est arrivé il y a 2 minutes, ils n'ont pas encore pris la décision. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis plutôt, je pense qu'on a encore quelque chose à faire, d'autres de plus intéressant que de jouer à GTA. Très bien. Et justement, tu parlais de nouvelles histoires. Enfin, tu as déjà une idée pour ton prochain ? Non, pas encore. Pas du tout. Pas encore. Très bien. Mais ça viendra peut-être avec le temps. En tout cas, Zep, merci beaucoup, énormément, vraiment du temps que tu as passé avec nous pour répondre à ces questions. Merci à toi. Et on vous rappelle que voilà, si ce podcast vous plaît, que vous êtes conscient du travail qu'il y a derrière, eh bien on vous invite tout simplement à réagir à l'émission, que ce soit sur notre site et sur les réseaux sociaux, et surtout à partager ce podcast, à la fois pour le faire découvrir, mais surtout pour participer à la mise en avant des travaux des personnes qui viennent en parler. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos émissions. Au revoir.